À bord de cet épisode, Bonjour les pirates. c'est le deuxième épisode spécial pirate. Le capitaine Barberousse et son équipage vont encore piller et mettre à sac des légendes sur les bandits des flots. Je crois que j'ai marché sur une pieuvre. D'abord, Adam et Jamie testent le mythe du sous-marin pirate. This is either madness or brilliance. Ensuite, Carrie et Grant enterrent Tori vivant. Ouh, il en est au genou. Pour savoir Aïe, on en est à la taille. si l'on peut échapper Oh, j'en suis au cou. à un terrible châtiment pirate. Enfin, Adam et Jamie persistent dans le chaos sauce Caraïbe Comment ça, plus de boulets de canon? en se penchant sur les propriétés balistiques des munitions improvisées. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est l'heure de la science. et Jamie Heineman. C'était magnifique. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Ça saigne. En avant. À leur côté, Grant Imahara, Ne me laisse pas tomber. Tori Bellucci C'est ça qu'on aime. et Carrie Byron. Des explosifs et de l'électricité. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. C'est l'émission spéciale pirate numéro 2. Amis pirates. Apparemment, on n'a pas testé assez de mythes autour des pirates. Qui a dit ça? Je m'en vais les étriper, les chiens galeux. C'est le public. Et ils sont nombreux. Attendez un peu. Au lieu de les massacrer tous, on devrait écouter leurs suggestions. Et faire un spécial pirate numéro 2. Encore une bonne excuse pour ne plus prendre de bain pendant des semaines. La dernière fois que les Mythbusters ont arrêté de se laver, 4 mythes maritimes ont subi le supplice de la planche. Ralentir sa chute grâce à un couteau, c'était bidon. Le rhum comme détachant, Bidon. tout comme la légende disant que les éclats de bois d'un tir de canon peuvent tuer. Les Mythbusters ont aussi fait la lumière sur le mythe du bandeau comme aide à la vision nocturne. C'était le jour et la nuit. Malgré cela, ce festin de fables n'a fait qu'effleurer la question. Un canot peut-il également servir de sous-marin? 96, 97, 98, 99... Tu m'as troublé dans mon calcul. Ce costume va te filer le mal de mer, marin d'eau douce. Pas besoin d'aller en mer pour tester ce mythe, Jamie. Regarde, c'est un sous-marin pirate. Je renverse un canot, je me place dessous et je m'enfonce dans l'eau en le portant. Il y a une poche d'air sous le bateau qui me permet de parvenir jusqu'à mes ennemis sans être vu. Ça m'étonnerait. On dirait un mythe. C'est bien ce qu'on va essayer de savoir. Comme notre sautillant héros cherche à s'enfuir, il renverse un canot pour s'en servir comme d'un sous-marin. Dans la réalité, ce plan ingénieux capoterait-il? C'est quoi le plan? Merci d'avoir posé cette question, mon ami non-pirate. J'y ai longuement réfléchi. Et vu que j'ai le mal de mer, j'aimerais faire cette expérience dans une piscine. D'accord. Il faut trouver des rampes nous permettant de descendre dans la piscine et dégoter un canot. Exactement. Comme Adam a déjà montré que la mer le rendait malade, les Mythbusters jettent l'ancre dans les eaux calmes de la piscine de Fremont, dans la ville d'Auckland. Tu pousses? Comme ils ont fait un crochet par le magasin de bateaux, ils ont tout ce qu'il faut pour recréer la scène en question. Grâce à une rampe, ils feront entrer le bateau renversé dans le petit bassin avant de tester ses capacités en tant que sous-marin. La vache, qu'est-ce que c'est lourd? C'est vraiment lourd. Ah, c'est plus léger. Allez, on avance. Le poids du canot est supporté par l'eau. Nos 2 sous-mariniers peuvent commencer leur descente. On entre dans les eaux profondes. Voyons si le canot nous accompagne. Il y a comme un pépin, mon ami.
Je flotte. Moi aussi. Je me tiens à la barre. Moi aussi, et je flotte. Il ne se passe rien, c'est marrant. La première expérience s'est déroulée aussi bien que prévu. Il y a une poche d'air respirable sous le bateau, mais il n'a pas coulé. Ça n'a rien donné du tout. Selon le mythe, la barque plonge sous la surface, comme une cloche à plongeur, une espèce de sous-marin primitif qui permet de se dissimuler aux yeux de l'ennemi. On n'a pas du tout obtenu ça. Nos pirates, pas très discrets, sont restés le bec dans l'eau. Malgré cet échec, Adam n'est pas encore prêt à laisser ce mythe sombrer au fond des flots. Voilà le problème. Les hommes flottent par nature. Quand on entre dans l'eau, étant donné qu'on est constitué d'eau, on ne pèse rien. On n'exerce aucune force vers le bas sur la barque. Mais d'après nos recherches, les pirates avaient des tonnes de babioles sur eux. Des coutelas, des cuirasses, des dagues, des tromblons. Par exemple, on raconte que Barbe Jaune portait 15 kilos d'objets divers et variés. 15 kilos, et voilà. Jamie et moi allons nous lester avec 15 kilos chacun, refaire l'expérience et voir si on obtient un meilleur résultat. En plongée, moussaillon. Alourdis par 30 kilos de bijoux et d'armes en tout genre, Adam et Jamie essaient à nouveau de plonger sous l'eau grâce à leur submersible de fortune. Leur excédent de bagages va-t-il les aider? C'est reparti. C'est reparti. Risque-t-on de mourir quand on est enterré dans le sable, comme chez les pirates? Le mythe d'aujourd'hui s'appelle la prison de sable. C'est une mode chez les pirates. C'est un mythe à propos du sable. Le principe, c'est que les pirates enterraient leurs prisonniers jusqu'au cou, au bord de l'eau, à marée basse. Avec la marée montante, ils périssaient dans d'atroces souffrances. On essaye de savoir si on peut s'échapper. C'est ça. Cette histoire exerce une certaine fascination macabre. On est enterré vivant, avec vue sur la mer. Cela dit, n'y a-t-il aucun moyen d'échapper à cette mise à mort? Peut-on sortir de cette tombe à la verticale en creusant? Quel est le programme? Certaines personnes pensent que les prisonniers ne meurent pas en se noyant, mais à cause de la pression du sable, qui les étouffe comme un boa constrictor. Ça a l'air facile. On va sur la plage, on creuse un gros trou, on pousse Tori dedans, et on voit s'il tombe dans les vapes. Sinon, on voit s'il se fait la malle. J'ai pas mon mot à dire, moi. Non. Le capitaine Éclopé et son mousse Imahara vont enterrer Tortuga Tori jusqu'au cou. Il y a une croix. Voilà le trésor. Le trésor. Commencez à creuser, moussaillon. On commence par une tombe à la verticale, Pourquoi je creuse ma propre tombe? loin de la marée pour plus de sûreté. Tori va essayer de s'en échapper, enfin, s'il n'étouffe pas avant. J'ai pas de temps à perdre avec ces vieilles histoires de pirates où on creuse à la pelle. On est moderne, on vit avec notre époque. Je suis une pirate moderne et j'utilise de grosses machines. Quand je regarde Carrie creuser ce trou en sachant que je vais être dedans jusqu'au cou, j'ai l'impression de l'avoir creusé ma tombe. J'espère que je regretterai pas ces paroles. Les malheurs tombent sur Tori. Parfait, jusqu'au cou. Très bien. Ça y est? Si tu commences à flipper, on va mettre du temps à te sortir. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en cas de problème, on ne pourra pas me sortir tout de suite. Je suis bloqué là. Pour lutter contre les risques d'hypothermie, Tori enfile une combinaison de plongée. Pourquoi je fais ça? Vous pouvez m'expliquer? Donne-nous quand même ton pronostic, Tori. Je serai enterré jusqu'au cou, donc je n'arriverai pas à bouger. Encore moins à me sortir du trou. Je vais flipper comme un malade, appeler à l'aide, et ils vont me tirer de là. Tout se passera bien, tu ne risques rien. On reste à tes côtés. Allez, finissons-en. On fait quoi, là? Vu comme ça, on dirait bien qu'il se fait enterrer vivant. Purée, on a enterré les pieds. Ouh, il en est aux genoux. Grant et Carrie, nos deux pirates, s'amusent comme des petits fous en torturant Tori. Lui, par contre, n'est pas vraiment à la fête. Je vais essayer de me concentrer. Ne vous vexez pas si je ne réponds pas à vos questions. J'essaie de rester calme. D'accord.
C'est important de respirer calmement puisque ce mythe pourrait également être surnommé le coffre du mort. Quand on respire, la poitrine se dilate pour faire de la place aux poumons. Cela permet à l'air de se renouveler. Avec tout ce sable pressé contre sa poitrine, Tori ne va pas pouvoir inspirer et expirer normalement. Il va devenir léthargique, mettre du temps à répondre, avoir le regard dans le vague et décrocher progressivement. Ça regroupe plusieurs peurs et phobies importantes. La claustrophobie, la peur d'être enterré vivant, de se noyer. Il est dans un trou et la marée monte. Imaginez que des pirates mouraient comme ça. C'est terrifiant. Passons au capitaine éclopé Aïe, on est à la taille. et son poème pour les enterrer vivants. J'ai été un vilain pirate. Elle le récite devant un public captif. Ouh, j'en suis au cou. Carrie n'est pas pressée de donner le feu vert à Tori pour qu'il tente de s'échapper. En plus de le taquiner et de le chatouiller, Je te déteste. elle décide de le motiver encore un peu plus. Oh, ils sont vivants! Terrible! Il me regarde. Il me regarde. Quoi de neuf, mon pote? Tori risque d'être dévorée par les crabes. Dépêche-toi, Tori, j'ai faim. Tu es très appétissant. Il commence à s'inquiéter pour sa cage thoracique à l'étroit. Je peux respirer, mais pas à grands coups. C'est un peu... Grant et Carrie donnent le top de départ pour la tentative de fuite de Tori. Je suis prêt. Enfin, pour l'instant, j'agite seulement les doigts pour faire de l'espace autour de ma main et essayer de me libérer le bras. C'est marrant, on n'a pas du tout l'impression que tu bouges. C'est assez gênant. En plus de sa phobie des petits rongeurs, Tori a peur d'être enterré vivant. Vous avez vos pelles sous la main? Oui, oui. Plus je me rends compte que je suis immobilisé, plus ça me fait flipper. Adam et Jamie n'ont pas réussi à transformer un canot renversé en sous-marin. Nos deux amis remontaient trop à la surface et n'ont pas pu tirer le bateau au fond de la piscine. Maintenant, ils vont voir si 30 kilos d'équipements pirates suffiront à lester la barque et à les faire couler, eux et leurs précieuses poches d'air. Je crois que j'ai marché sur une pieuvre. Allons-y, allez, tire. Allez, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche pas. Comme tu le dis, toujours pas. C'est quasiment pareil que la dernière fois. Exactement pareil. T'en penses quoi? Que c'est bidon. Ouais. Franchement, on a ajouté 30 kilos. Il y a largement plus de 30 kilos de force en face. J'aimerais savoir combien exactement. Ce mythe coule à pic. Les Mythbusters voudraient quelques réponses à leurs questions. Ils mettent donc un autre test en place. Cette fois-ci, ils vont au fond de l'eau avec le bateau. Imaginez que vous êtes au fond de l'océan avec une barque remplie d'air. Est-ce qu'il est même possible de la retenir? Pour le savoir, on va se lester au fond de la piscine avec environ 230 kg d'haltères. On va plonger le canot au fond de l'eau, le remplir d'air et voir si on peut s'y accrocher quand il y a suffisamment d'air pour nous permettre de respirer. Ce sera l'expérience déterminante. Si Adam et Jamie ne peuvent pas retenir leur sous-marin pirate alors qu'il est lesté à ce point, ce mythe sera déclaré bidon. T'es prêt? Tout est en place. Ouais. Il s'attache à 1/4 tonne d'haltères, agrippe le canot et souffle des bulles dans l'eau pour constituer la plus petite poche d'air respirable. Hélas, il n'arrive pas à retenir l'embarcation. Ce mythe remonte vers la surface, rejoindre les autres mythes bidons. Je voudrais faire remarquer un truc à propos de cette expérience. Regardons des images du canot au fond de la piscine. On a accroché des haltères sur la barque elle-même. On a dû mettre 90 kilos rien que pour compenser la flottabilité du bois, avant même de mettre de l'air. C'est énorme. Une fois qu'on a mis l'air, 230 kilos n'ont pas suffi pour retenir le bateau.
Dans des circonstances normales, aucun être humain ne peut retenir une poche d'air quand il est tout seul au fond de l'eau. En plus, s'ils avaient fait ces tests dans de l'eau de mer, cela aurait encore accentué la flottabilité du canot et l'aurait rendu plus difficile à retenir. Il ne reste plus qu'une question. Comment ont-ils fait dans le film ? Maintenant qu'on a prouvé que c'était impossible dans la réalité, il faut montrer comment l'équipe de tournage a procédé. Tu as raison. Grâce au montage et à un choix judicieux de plans, on va expliquer comment Hollywood rend possible l'impossible. Dans cette séquence, il y a 3 plans importants. Avant l'entrée dans l'eau, la marche au fond de l'eau et enfin un plan sur les pirates bien en sécurité dans leur poche d'air. Plan numéro 1. Jamie et Adam, 2 pirates, cherchent à ne pas se faire repérer et entrent dans l'eau en portant leur canot. Action. Celui-ci est simple, pas besoin d'effets spéciaux. Plan numéro 2. Il faut des trous dans la barque et des poids pour la faire couler. Jamie et Adam sont en dessous, avec des petits réservoirs d'air spéciaux. Action. Avec une embarcation à la flottabilité neutre et des réservoirs d'air dissimulés, nos 2 pirates peuvent défier les lois de la physique et faire avancer leur sous-marin au fond de l'océan. Plan numéro 3. Jamie et Adam les pirates sous le bateau. Prêt? Action. Adam et Jamie sont censés être au fond de l'océan alors qu'ils font glisser le bateau le long de la surface. Formidable, non? Ouais. C'est un grand gaillard silencieux. Et voici les coulisses des effets spéciaux hollywoodiens. On réalise une séquence défiant les lois de la physique grâce à une préparation soigneuse. On vous a fait partager un peu de la magie du cinéma. C'est un bon filon, on devrait se reconvertir, qu'en dis-tu? Pas bête. Dans les effets spéciaux. C'est parfaitement net, Adam. C'est rigoureusement impossible que 2 hommes retiennent un canot sous l'eau s'il y a une poche d'air respirable. Ça flotte trop. C'est vrai. Et ça a bien foiré. Oui, ce mythe est bidon alors. Bidon, totalement bidon. Ce mythe de boucanier est bidon. Les pirates sont bien intégrés dans nos loisirs modernes. Comment résister à une comédie musicale pirate bien kitsch? Cela dit, n'oublions pas que jadis, ils imposaient leurs lois sanguinaires sur les flots. Quand on croisait leur chemin, on risquait d'en mourir, de plusieurs manières très variées. Le châtiment le plus terrible était sûrement la cravate de sable. On était enterré jusqu'au cou et la marée montante garantissait une mort horrible, bien à l'étroit. Mais est-ce bien sûr? Tortuga Tori est plongé dans le sable jusqu'au cou pour tenter de le savoir. C'est flippant, y a pas de doute. Même s'il a perdu la tête pendant les 5 premières minutes, Tori a fini par réussir à libérer un de ses bras. La vache! Bravo! Bon départ! Si tu peux dégager une de tes mains, tu pourras enlever le sable avec. Je me sens mieux avec mes bras à l'air libre. Peut-être bien, mais il y a encore du chemin à faire avant d'être vraiment libre. On vient de dépasser les 30 minutes. Il s'en sort bien. Même si je remarque des éboulements réguliers qui le forcent à recommencer. À chaque fois que je bouge, le sable me retombe dessus. J'adore. Je suis revenu au point de départ. Un pas en avant, 20 pas en arrière. 66 minutes. C'est ridicule. À ce niveau-là, vivement la marée. Comme Tori a l'air de vouloir en finir, Grant et Carrie lui remontent le moral. Voici un spectacle très rare. Le Belleci qui creuse son terrier. Il a bientôt formé ce qui sera sa maison pendant les 5 prochaines années.
Tori mobilise toute son énergie et... Ça fait 86 minutes. Après 1h30 de science extrême, Tori doit se sentir aux anges, non? Dès le début, je savais que ça allait être nul. Le seul moment où ça a eu l'air sympa, c'est quand on était dans le bureau et qu'ils m'ont dit « Tu veux être enterré dans le sable jusqu'au cou ?» Là, ça m'avait encore l'air sympa. Après, j'ai eu beaucoup de mal à me libérer. Ça m'a pris plus d'une heure pour sortir de ce trou. Suite à cette évasion, la cravate de sable semble déjà beaucoup moins dangereuse. Cependant, Tori a été enterré dans du sable sec, bien loin de la marée montante. Si l'on ne teste pas ce mythe dans ces conditions, il est toujours bel et bien vivant. Les objets de la vie quotidienne peuvent-ils devenir des munitions efficaces? Je me suis toujours demandé ce que les pirates faisaient lorsqu'en plein milieu d'un combat, ils étaient à court de boulets de canon. Ils improvisaient. Ils prenaient tout ce qui leur tombait sous la main et ils le fourraient dans le canon. C'est le genre de truc qu'il faut tester. C'est sûr. Selon ce mythe, quand les choses vont mal et qu'il ne reste plus de boulets de canon, les pirates tirent sur leurs ennemis en prenant tout ce qu'ils ont sous la main. Mais dans la réalité, les munitions improvisées feraient-elles mouche ou cette conception de la physique est-elle fantaisiste? Sur un vaisseau pirate, à part du butin, que peut-on dégoter comme objet à mettre dans un canon? Voyons voir. Des couverts, des couteaux par exemple. Très bien. En dernier recours, on peut utiliser des bouteilles de rhum ou de vin. Des chaînes. Des clous. Si on est vraiment au bout du rouleau, en tant que pirate, on peut toujours enlever sa jambe de bois et tirer avec. Il faut être désespéré, mais ça a l'air génial. On va essayer ça. Difficile de faire plus simple que ce plan. Adam et Jamie vont rassembler les munitions qu'ils ont envie de tester. C'est une authentique jambe de bois de pirate. Ensuite, ils se rendent sur le terrain de tir du comté d'Alameda pour faire des tirs au canon. L'arme en question ne vous rappelle rien? Regarde, c'est comme retrouver un vieil ami. Comment ça va, mon pote? Eh oui, leur vieil ami le vieux Moïse et Harry Webb, le canonnier, se sont déjà bien éclatés avec les Mythbusters. Avec tout ce qu'ils sont capables de faire, pas étonnant qu'on les ait réinvités. Le vieux Moïse est une réplique d'un canon à boulet de 3 kg de 1841. Il projette ses munitions à environ 1400 km/h. Harry, ça ne te dérange pas si on tire avec un peu tous les objets qu'on veut enfoncer dans le canon? Dans les limites raisonnables. Il faut que ça fasse moins de 8 cm et de 3 kg. Mais tant que ça respecte ces caractéristiques, comme vous voulez. Aujourd'hui, en principe, on va utiliser le vieux Moïse pour tirer avec des munitions improvisées. D'accord. On parle la même langue, je vois. Je savais que ça te plairait. Avec la bénédiction de Harry, ils peuvent préparer le canon pour le tir. Malheureusement pour tous ceux qui sont trop près de lui, Adam se glisse dans son personnage. Qu'est-ce que vous fabriquez avec mon canon? Ça suffit comme ça. Qui a dit qu'il n'y avait plus de boulets? Prenez tout ce que vous trouverez sur le navire. Fourrez-le dans le canon et tirez. Allez, du nerf. On va devoir subir ça toute la journée. Oui. Sur le champ de tir... Comment ça, plus de boulets de canon? Adam et Jamie, les pirates, font feu de tout bois avec leurs canons. On a chaud quand on est pirate. Ils essaient de savoir si on peut tirer au canon avec des munitions improvisées à la place de boulets ordinaires. Parfait. Pour cela, ils ont besoin d'une cible ainsi que d'un moyen de mesurer et de comparer les performances des différents types de munitions. Si vous connaissez bien l'émission, vous savez sûrement qu'on utilise souvent les porcs pour représenter des humains. On a de la chance, il n'y a pas beaucoup de différence entre les pirates et les humains. C'est donc parfait pour représenter un pirate.
On met de la sciure? Oui, on va en mettre. Sous le regard attentif de Harry, leur expert en canon, Jamie prépare la première charge. On va commencer par la mitraille. Ça nous servira un peu de référence parce que ce sont des petites boules que les pirates auraient réellement utilisées. C'est un peu comme si on tirait avec un gros fusil. Pour obtenir un gros fusil, il faut beaucoup de poudre à canon. On en verse avec précaution dans le fût avant de le bourrer avec de la mitraille. Le cochonnet a fière allure avec sa chemise rayée. On va l'aligner. C'est parti. Il s'agit d'un test de référence avec de vraies munitions d'époque. Il servira de point de comparaison pour les tirs suivants. Prêt? 3, 2, 1... Oh, wow. All right. Je crois qu'il est touché. Je suis certain qu'il a morflé. Porky le pirate a été touché. Le tir a été assez puissant pour le décrocher. La mitraille a eu exactement l'effet voulu, celui de petits boulets de canon. Ils ont transpercé le cochon comme s'il n'était pas là. Je ne sais pas quoi dire. C'est hallucinant. Regardez le ralenti. C'est impressionnant. Vous avez vu? La mitraille, ça tue. Voilà notre point de comparaison pour tous les tests que nous allons faire par la suite. Qu'y a-t-il ensuite au menu? En pleine bataille, si on n'a rien de dur ou de métallique à mettre dans le canon, on peut se rabattre sur le verre brisé. On a donc une bouteille de rouge, une bouteille de blanc. Vous choisissez celle que vous préférez. De son côté, Jamie pense que ce mythe va partir en fumée. Le verre va partir en morceaux dès le départ. L'onde de choc va le désintégrer et le vin va s'évaporer. À mon avis, il y aura quelques éclats de verre sur le cochon. Rien de plus. Un porc mariné au vin. 1, 3, 2, 1... La vache! C'est percutant! Qui a parlé de percussion? Pour la bande-son de Mythbuster, rien de mieux que l'ouverture 1812 de Tchaïkovski, ponctuée de détonations de canons. C'est comme je l'avais prédit. Des petits éclats de verre à la surface. Ah, celui-là est entré un peu plus profondément. On dirait, ça a traversé le vêtement. C'est dégueu. Je n'aurais pas parié sur la bouteille de vin. Et elle a été encore plus décevante que prévu. Il y a quelques éclats de verre plantés dans la peau. Et Porky sent un peu le vin. Mais franchement, il vaut mieux balancer des objets à la main que de faire ça. On ne risque pas la mort. Ça ferait sans doute mal, mais on n'en mourrait pas. Ce serait un peu désagréable, on purait le vin. Juste un peu de sang. On enchaîne? Ok. Les bouteilles de vin sont donc bidons comme munitions improvisées. Cependant, ce n'était que le premier objet à tester. Et le suivant? Si j'ai particulièrement envie de tester le truc suivant, c'est que je veux voir une cuillère fer et s'enfoncer dans Porky le pirate. Franchement, c'est plutôt la loose si on se retrouve obligé de charger son canon avec des couverts. Moi, je pense qu'on va voir au moins un couvert planté dans notre pirate. Si on tire une charge entière, c'est obligé. La réalité va-t-elle rejoindre la fiction ou bien la science aura-t-elle le dessus? Attention. 3, 2, 1... Je m'y ferai jamais. C'est clair, c'est difficilement supportable. J'ai vu une belle décharge. C'était dément. En allant voir de plus près, il constate qu'aucun couvert ne s'est planté dans Porky, le cochon pirate. Il n'a pas de couvert dans la peau. Ils sont passés où? Ah, en voilà un. Aïe. Un peu chaud, non? Ouais.
Les couverts, c'est pas terrible. C'est pas comme dans les films où on voit une fourchette, un couteau, une fourchette, une cuillère. Ça donne ça. Ça se bousille, ça s'éparpille, et ça n'est pas précis. Ça peut éventuellement tuer une cible là où ça tombe, mais c'est loin d'être un tir précis pouvant tuer. Les Mythbusters ont prouvé qu'il était bidon de charger un canon avec des couverts en vrac. Mais il reste une dernière chance aux ustensiles de cuisine. Dans le prochain test, des couteaux à steak vont être regroupés pour servir de munitions. Ça fiche les jetons. Vous avez vu ça? Il se dirige vers vous. Boum! Les couteaux sont bien en place dans le fût, la cible est en place. Qu'y a-t-il au menu, capitaine Barberousse? Ce cochon. On dirait que sa réputation de fléau des mers n'est pas usurpée. Un petit pronostic, peut-être? J'aime bien ces couteaux de cuisine, mais j'ai peur qu'on se retrouve encore avec des couverts partout. Pas toi? Arrête de tripoter tes cheveux, c'est flippant. Allons flinguer ce blanc-bec. C'est parti! Prêt? 3, 2, 1. Ça fait monter l'adrénaline. Oh oh! Quoi? Je le vois d'ici. Quoi? Il a morflé. C'est vrai? Il est blessé. Oh, wow! Apparemment, ces couteaux à viande coupent bien la viande. Wow! Look at T'as that vu ça? damage. Sur le ralenti, on voit nettement les couteaux à steak transpercer leur cible. L'élément déterminant a été de les regrouper dans le fût pour former un projectile bien compact. D'après les grosses coupures qu'on voit, on peut conclure que ce serait un tir mortel. L'utilisation des couteaux à steak est donc plausible. Ensuite? La jambe de bois? Parfait. Quand on prend la décision de lancer sa propre jambe de bois sur son adversaire, il faut avoir une idée des dégâts qu'on peut causer. Si je ne lui bousille pas au moins une jambe, je suis perdant. Parce que j'ai paumé la mienne. J'ai encore plus d'estime pour les pirates. C'est pas facile. Mais ça confère un certain cachet. Il faut être au bout du rouleau pour prendre sa propre jambe de bois comme projectile. Mieux vaut prendre la jambe de quelqu'un d'autre. T'as fait ça? T'as assommé quelqu'un et tu lui as arraché sa jambe de bois? Exactement. Hélas, il y a un problème. Ça ne rentre pas dans le canon. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans mon esprit, la situation est désespérée. Le capitaine dit « Relevez-moi la jambe !» On enfonce la jambe dans le canon et on tire. Pas besoin de couper. On fait pop et on voit le résultat. Le résultat? Je ne vois rien. C'est que la jambe de bois est anéantie. Où est ma jambe de bois? Je vois plein de petites échardes partout. Avec 500 grammes de poudre noire qui envoie une onde de choc explosive à 1400 km/h sur les 1,50 m de longueur du fût, pas étonnant que la jambe de bois ait été pulvérisée. Amis pirates, ne tirez jamais au canon avec votre jambe de bois. On leur rend un fier service. Tori a vu que la vie ne valait pas le coup si on est dans le sable jusqu'au cou. La vache. Il a quand même réussi à s'échapper. Du coup, on commence à avoir des doutes sur cette terrible punition pirate. Est-elle mortelle? Torin ne s'est pas évanoui. Il est sorti de là en 1h30. Oui, mais c'était du sable sec. Dans ce mythe, c'est du sable mouillé. L'étape suivante, c'est d'enterrer quelqu'un dans le sable mouillé jusqu'au cou et de voir s'il peut s'échapper. D'accord, mais ça me semble trop dangereux d'enterrer quelqu'un tout près de l'eau. On pourrait construire un cube, le remplir de sable mouillé et inventer un mécanisme permettant d'évacuer le sable et de faire sortir le prisonnier, si jamais il flippe trop. Qui va-t-on enterrer? Puisque Carrie a le genou HS et que je construis le cube, ce sera toi. Cette fois-ci, le mousse Imahara jouera le rôle du condamné. Je construis un bac pour contenir le sable. Mais ce n'est pas un bac à sable. Avec le poids supplémentaire du sable mouillé, il y a un risque accru de suffocation. C'est de la menuiserie kung-fu.
Tout repose sur les épaules de leur menuisier kung-fu. A-t-il un plan pour garantir que Grant reviendra dans la prochaine émission? S'il panique, qu'il n'arrive plus à respirer, qu'il y a un pépin et qu'on a besoin de le faire sortir rapidement, on a un mécanisme. La boîte sera tenue en place grâce à des cordes retenant les murs. En tirant dessus, les murs tomberont, le sable aussi, et Grant sera sauvé. La boîte à sable est terminée. Pendant que Grant et Tori rêvent de domination du monde, retournons sur le rivage. Comme on a besoin d'un nouveau mousse, on se débarrasse de toi. La boîte à sable est mise en place pour permettre l'incarcération de Grant. Voilà le plan. Première étape, construire la boîte. Deuxième étape, placer Grant dans la boîte. Ne tape pas sur le verre, ça énerve les poissons. Troisième étape, remplir la boîte de sable et d'eau, puis voir si Grant arrive à sortir. J'attends votre châtiment. Je sens qu'on ne va plus jamais revoir Grant. Il va me manquer. Tremblez, marin d'eau douce. Pendant que Grant s'époumonne, Où est Grant? Tori amène la pelleteuse pour commencer à verser le sable. Carrie et Grant préparent un sable comme on pourrait le trouver près de l'eau. Mouillé donc. Sur le côté, Capitaine Éclopé. Comment tu m'appelles? Capitaine Éclopé. Tout le monde t'appelle comme ça. Derrière ton dos. Grant n'a plus qu'à enfiler sa combinaison de plongée. Cache mes fesses, hein? Et à entrer dans la boîte. Bon, je suis prêt. C'est une expérience intéressante. Ensuite, il attend C'est comme si on arrosait une fleur de Grant. que Carrie et Tori ajoutent assez d'eau et de sable pour l'enterrer jusqu'au cou. C'est une sensation très particulière. Je ne peux plus du tout bouger les bras, mais je peux encore remuer mes doigts et mes orteils. Ça m'a l'air très bien. On lui donne le top départ? Vas-y, pirate, essaie de t'enfuir. C'est parti. Je vais jouer le rôle de la marée. J'arrive à dégager un peu d'espace autour de mes doigts. Je vise l'estomac. Je bouge mon bras verticalement pour arriver en haut et je me sers de mon épaule. Ça marche pas mal. Rassuré par la présence d'un système de sortie de secours, Grant essaie calmement de trouver un moyen de sortir de sa prison de sable. Je crois que je peux y arriver. La marée monte. Grant déchante bien vite. Au bout de 10 minutes de lutte acharnée, il réalise qu'il aurait tout aussi bien pu tenter d'essayer d'empêcher la marée de monter. Tu sais quoi? Quoi? J'avais creusé 2 tunnels avec mes doigts et ils se sont remplis à nouveau. J'ai les mains coincées et je ne peux à nouveau plus bouger. À cause de la plus grande densité du sable mouillé et de l'eau que les deux autres ajoutent pour représenter la marée, les mains de Grant sont scellées, tout comme son destin. Il ne reste qu'une seule solution. Le maître des crabes appelle sa légion de crabes et leur demande de l'aider à sortir. C'est pas le cri du crabe. Tout le monde sait ça. Sans succès. Ça suffit. J'abandonne. Sortons-le de là. Comment on fait? On teste le mécanisme d'urgence. Bon, ben, moi je vais me planquer. On va voir combien de temps ça prend. Reculez tous, ça peut exploser. Prêt? Prêt à voir ça. C'est parti. Reculez tous. 3, 2, 1. Enfin libre! Bingo! Pendant que Grant savoure sa libération, Tori nous explique pourquoi ce mythe est confirmé. L'eau joue un grand rôle dans cette expérience. Si elle arrive sans cesse sur la personne enterrée jusqu'au cou, celle-ci ne peut pas s'échapper. L'eau remplit continuellement les trous en amenant du sable dedans. Si on est enterré jusqu'au cou près de l'eau, c'est comme si on était mort. Enfin libre! Bingo!
Ce mythe a l'air confirmé. On ne peut pas s'enfuir d'une prison de sable mouillé. On se noierait avant d'étouffer à cause de la pression du sable sur les poumons. C'est une méthode très sadique pour punir ou tuer quelqu'un. C'est confirmé. Mythe confirmé. Adam et Jamie se sont amusés à tirer au canon avec des munitions improvisées. Mais jusqu'ici, le mythe de la foire aux boulets de canon n'est pas encore à la hauteur de son modèle cinématographique. La bouteille de vin, les couverts et les couteaux à steak se cassent, ou bien ils se dispersent. On n'obtient pas une pénétration optimale à cause de ça. On obtient des débris. Je ne suis pas complètement satisfait. Ensuite, Les clous. les clous. Les vénérables clous. Les vénérables clous. On va tester le vénérable pistolet à fléchette. En guise de fléchette, Jamie utilise de bons gros clous. On est loin des petites fléchettes. Jamie a l'insigne honneur de déclencher son canon à fléchette. Feu! Vous êtes un vrai canonnier, monsieur. Merci. Je pense qu'on l'a blessé cette fois-ci. Les dégâts sont-ils suffisants pour rendre ce tir efficace dans une vraie bataille, comme dans les films? C'est pas joli. Ça, c'est une blessure mortelle. Après tout ce qu'on a balancé sur ce pirate intrépide, je dois dire que les clous font presque aussi mal que la mitraille. Regardez ça. Vous avez vu les blessures qu'ils ont faites à ce pauvre vieux? C'est affreux. De bons gros clous comme ça, mieux vaut ne pas se trouver devant. C'est sûr. Ils sont restés bien groupés parce qu'ils l'ont réduit en charpie. Le tir avec les clous est donc plausible. Encore. Et maintenant? Maintenant, de longues chaînes. C'est un objet qu'il est logique de trouver sur un bateau. Jamie pense que ce sera le pire cauchemar de Porky, le cochon pirate. S'il y a bien un objet avec lequel je n'aimerais pas qu'on me tire dessus, c'est celui-ci. C'est solide, lourd et résistant. Si ça se déploie en sortant du canon, à 1400 km/h, ça peut couper un mec en deux. Celui-là, c'est pour la gloire. 3, 2, 1... Allons voir ça. La vache, c'est horrible. Quelle horreur! De loin, je pensais qu'il n'avait rien. Mais quand tu l'as tourné, j'ai vu qu'il avait eu la moitié du corps arraché. Ce sont les dégâts les plus dégoûtants qu'on a fait à notre contingent pirate et porcin. Oui, sur toutes nos cibles. C'est effrayant. La mitraille fait pitié à côté. Elle est totalement humiliée, elle va se cacher. Les images qui suivent peuvent être pénibles pour les amis et les proches de Porky le pirate. De toutes les munitions improvisées testées, la chaîne a été la plus efficace, et de loin. Elle s'est comportée comme une balle de pistolet. Elle a transpercé le cochon, a ricoché sur la colline et a atterri plus loin, intacte. Mythe confirmé dans le sang. Que peut-on conclure sur les munitions improvisées? Les projectiles légers ont fait un bide. La jambe de bois, la bouteille de vin, les couverts. Ce n'est pas assez lourd, ça ne tient pas la route. Ça ne doit pas être agréable de se faire tirer dessus avec, mais ce n'est pas très dangereux. Les objets tranchants ou pointus, comme les couteaux ou les clous, ont fait pas mal de dégâts. Oui. Le pire projectile de tous, ça a été la chaîne. Elle a fait un massacre. Tu l'as dit. Maintenant, j'emporterai toujours des chaînes avant de partir piller des navires. Ah, tu l'as dit. Maintenant, cet épisode spécial pirate va mettre les voiles.